On se retrouve pour notre dossier du jour, ce soir spécial Angoulême, le bilan, avec Florence Sestac, Grand Prix du festival et donc présidente du prochain festival d'Angoulême. Pascal Rabaté, meilleur album de l'année, Ibicus, tome 2. Olivier Delcroix du Figaro littéraire, qui est un petit peu notre spécialiste à rive droite, rive gauche. Avant de passer à nos amis, l'ambiance générale d'Angoulême, bon, Karine nous en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce que... Vu de l'intérieur, nous, c'est vrai qu'en fait, on en discutait un petit peu en antenne. Il n'y a pas d'endroit où on a pu danser cette année. Ça nous a pas mal manqué. Moi, j'ai découvert un petit lieu un petit peu sympathique, underground, qui s'appelle l'Échiquier, où effectivement, on boit des bières jusqu'à 4h du mat en faisant le monde. C'est très sympa, c'est très crumbien. Décalé, marrant. Et vous voulez dire qu'Angoulême, il faut qu'ils se mettent un peu au goût du jour s'ils veulent que ça continue à attirer les gens comme vous, quoi. Quelque part. C'est vrai. C'est vrai, Florence? Alors, c'est chiant le soir, c'est chiant le soir? Oui, parce qu'il n'y a rien d'ouvert et on est obligé de chercher des bars un peu partout. Et moi, on en a trouvé un. Moi, j'en ai trouvé un. Et ah oui, c'est à ce point-là? On sentait un peu la frite en sortant. Ah oui, il faut aller à Cannes, alors là-bas, il n'y a que ça. Non, mais il y avait une boîte de nuit l'année dernière. Voilà. Cette année, il n'y a pas de boîte de nuit. Non. On a été condamnés à rester au Mercure. On refaisait le monde dans un cadre un petit peu sympathique, mais un petit peu formel, quoi. Voilà. Bien, alors on va passer au millésime, parce que sinon je vais me faire engueuler. Là, si on parle que des boîtes de nuit d'Angoulême, ça n'a pas l'air terrible en même temps. Hein. Non, j'espère que l'année prochaine... Ah oui, non, mais on le dit, là, on s'adresse... Florence, qui va être la présidente. Ah oui, vous êtes la présidente. On lance un appel. Tu crées une boîte. Faites ce que vous voulez. Alors, que vaut le millésime 2000 en deux mots? C'est un cru très intéressant, parce que très cohérent. Le millésime 2000, c'est surtout, effectivement, une école, une génération. C'est ce que nous, on a un petit peu appelé le triomphe de la ligne sombre, en référence à la ligne claire imposée par Hergé dans les années 30, et puis ensuite, juste après, qui a créé toute une génération. Là, effectivement, ça sanctionne avec Blotch, qui fait donc un album prix Alphard Humour pour Blotch, avec Rabaté, donc Ibicus, tome 2, avec Blin, le réducteur de vitesse, David B, l'ascension du Haut-Mal, prix du scénario. On s'aperçoit que c'est toute une école, toute une génération, toute une bande de copains qui ont travaillé, qui ont effectivement lu du Tintin, mais qui ont dépassé le stade de Tintin et qui se mettent à raconter des vraies histoires, des histoires ancrées dans le réel, effectivement, et sans concession. Moi, c'est ce que j'aime, cette génération, sans concession, véritablement. Merci, c'est beaucoup plus clair. On va, avant de parler de vous, et on va regarder un petit magnéto, Florence. Vous êtes d'accord? Magnéto. Bah, c'est le style gros nez qu'on appelle, enfin, je l'ai baptisé comme ça, c'est le style gros nez, donc c'est toujours un peu moqueur, c'est-à-dire que les gens voient tout de suite que ça va être drôle, qu'on va pas leur raconter des histoires tristes et... Mais j'aime bien aussi jouer aussi avec ces personnages-là et raconter aux filles, effectivement, un peu des histoires tristes. Le mélange de tristesse et de rire et tristesse, c'est bien mélanger les deux, quoi. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Sur votre style? Non, j'ai rien à dire. Ça a été fait il n'y a pas longtemps, ce petit reportage, et voilà, c'est tout pareil. Bien, et vous alors? Vous avez vu le truc qu'ils vous ont donné là? Franchement, c'est pas terrible. Là, le Alphard, ça s'appelle là? C'est vrai que c'était pas. On appelait ça le machin en verre pendant toute la soirée. Le machin en verre, oui. Bah, c'est pas laid, ceci dit, mais bon. Je préférais les petits Mickey, moi, avant. Les Alfred. Ouais, les Alfred. Les petits Mickey. Oui, enfin l'Alfred en bronze, ou même en alu, je m'en serais content. Donc meilleur album de l'année, Pascal Rabaté, donc Ibicus. Je résiste pas au plaisir, vous pouvez parler pendant que je monte, mais ce qui est amusant, au plaisir de montrer tellement c'est... C'est un prix qui est véritablement cohérent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une cohérence dans le... Ils ont tous le même âge, ils ont tous un dessin comme ça, expressionniste, c'est vrai que c'est pareil avec Christophe Blin, c'est pareil avec Blotch. On n'est pas tous du même âge, mais je crois que les boulots aussi bien de David B que de Christophe ou de Blotch ont commencé à avoir un peu de résonance en même temps. Mais David, ça fait 10 ans qu'il bosse là-dedans. Moi, j'ai fait mes premiers bouquins chez Futuro en 89. Donc j'en ai fait 3 là-bas. Donc ça fait quand même 11 ans que je fais des bouquins, quoi. Non, mais quand on voit la qualité de ce que vous dessinez, puis quand on sait, parce qu'on en parlera tout à l'heure, que Pénac préfère faire une BD plutôt qu'un livre pour parler du problème de la mondialisation et du débauchage, enfin, il appelle ça la débauche, ça montre que la BD capte
énormément de talent. Mais quelque part aussi, on se rend compte qu'il y a quand même 1055 albums qui sont parus cette année. Chiffre d'affaires de la bande dessinée totalement à contre-courant du chiffre de l'édition, parce que en hausse de plus de 3,5%, c'est quand même assez incroyable de s'apercevoir que la bande dessinée qu'on donnait pour morte dans les années 90, tout d'un coup dépasse complètement le chiffre de l'édition. Cette année encore, le meilleur livre, toute édition confondue, c'est une bande dessinée. C'est Gaston, la réédition de Gaston, 700 000 exemplaires. Quand un Astérix sort, c'est 3 millions d'exemplaires. Le Tintin. Vous voulez dire que le livre le plus vendu en France cette année, c'est une BD? Ben oui. C'est petit à petit. Mais c'est important, et le numéro 3, c'est. Alors il y a Largo Winch, bien sûr, qui est l'un des héros. Qui vous doit beaucoup, hein. En tout cas, nous, on l'aime bien, Largo Winch. Dans le Figaro, publication de Largo Winch. On l'aime bien. Oui. Et puis, donc, il y avait Gaston, il y avait le petit Spirou, il y a eu Tintin. Enfin, c'est assez incroyable de s'apercevoir que finalement, la bande dessinée. Bon, tout va bien, alors. Elle se porte bien, mais voilà, exactement. Il y a plein de nouveaux. Et puis les nouveaux, ils arrivent. Alors les nouveaux, vivant, ce que j'adore, c'est que j'ai vécu une petite anecdote qui vaut son pesant de moutarde. J'étais à l'exposition Moebius, qui est magnifique, et je rencontre Johann Sfar, qui est là aussi l'un des parangons de cette nouvelle génération de la ligne sombre. Et il rencontre Moebius, il se prosterne à terre et tout. Ah, monsieur Moebius, je vous adore et tout. Et j'ai vu votre exposition, j'en suis sorti et j'ai eu une seule pensée. Je veux vous écraser ou j'arrête la BD. Et Moebius qui se marre, qui rigole et qui dit « Ça alors ?» J'ai eu la même pensée il y a 35 ans quand je suis arrivé devant le travail de JG. À l'époque, c'était Jerry Spring, c'était la bande dessinée de papa, c'était les westerns avec les chapeaux et les colts et tout. Et en fait, petit à petit, cette nouvelle génération, elle a raison, elle a envie d'écraser l'autre. Et vous avez tout à fait... Non, voilà, c'est tout à fait... Alors, avant de nous... Pardon, Florence, vous voulez dire quelque chose? Non. Quand j'étais petite, je lisais le journal de Mickey et quand je regardais, je disais mon rêve, ce serait de travailler dans le journal de Mickey. Ouais, et elle est dans le journal de Mickey. Je suis dans le journal de Mickey. Voilà. On réalise ses rêves. Il faut absolument tout faire pour y arriver. On se retrouve avec l'écrivain Daniel Pénac pour la parution de La Débauche, la BD qu'il co-signe avec Tardy chez Futuropolis Gallimard. Alors la genèse de l'histoire, c'est que vous avez été amené pour des raisons familiales, amicales, à suivre un procès au prud'homme. Et vous avez été saisi par l'obscénité du licenciement. Vous vouliez en faire un livre et finalement, enfin un essai. Oui, je voulais en faire un essai et finalement j'ai opté pour le... c'est un petit peu comme si on avait le choix entre faire un éditorial à la une du Monde et un dessin de Plantu. Ouais. Mais le dessin de Plantu fait très souvent fonction d'éditorial. Je trouve que le dessin de Tardy, en l'occurrence, m'a permis de cogner plus fort que si j'avais écrit un essai. C'est fort. Alors, Tardy, c'est votre ami, hein, vous êtes voisins à Belleville. Alors, vous déjeunez un dimanche chez vous, un dimanche chez lui. Donc oui, ça, on a raconté. C'est bien. Et alors, vous avez commencé à travailler il y a de longues années. D'abord, au début, c'était pour Géo. Je crois qu'il avait illustré une de vos nouvelles. Oui. Et puis... Oui, il y a une quinzaine d'années, il a illustré une nouvelle pour Géo. Ensuite, on a fait un petit conte un faux conte pour enfants qui s'appelle Le sens de la houppelande. Ensuite, il a fait les couvertures des Malocènes. Ah ouais. Puis tous les livres de poche, les folios, c'est lui qui fait les couves. Et moi, je connaissais de toute façon son travail avant de le connaître lui aussi. Alors, le titre, donc, c'est La Débauche. Alors, évidemment, c'est le contraire de l'embauche. Normalement, on aurait dû dire... C'est le débauchage. Voilà, le débauchage, mais effectivement, il y a un jeu de mots, enfin, il y a un double sens qui met bien en valeur, je dirais, la débauche du système libéral, quoi. Oui, c'est l'obscénité avec laquelle les entreprises, pour économiser des indemnités, découragent les gens en les humiliant, et avec donc des intermédiaires chargés de cette humiliation. En l'occurrence, ici, dans cette bande dessinée, un DRH, mais ça peut aussi bien être des collègues, ça peut aussi bien être la désolidarisation générale qui fait qu'un individu est petit à petit nié, amoindri, humilié, n'est plus lui-même et perd tout ressort, y compris celui de se retourner contre l'entreprise. C'est donc une forme de totalitarisme d'une certaine façon. Alors, soft. Oui, c'est un assassinat social, là où les camps assassinés, y compris physiquement, il y a un réel assassinat social qui peut aboutir à l'assassinat tout court, puisque quand même le nombre de suicides n'est pas négligeable en fin de parcours. Alors, vous savez qu'ici, vous ne savez pas, mais on dit le pitch. Alors, le pitch, c'est de résumer le livre en quelques... voilà. Donc, on pourrait dire, c'est Scandale au Jardin des Plantes. Alors, il y a Lily qui est médecin-chef, Justin qui est un flic sympa avec qui elle vit, et un jour, en passant devant une cage,
il voit un type, il y a écrit Homo sapiens labore carens Europeanus, c'est-à-dire Homo sapiens au chômage. Hein, privé de travail. Privé de travail, un type hirsute. Et qu'est-ce qui se passe là? Un type qui est en cage, donc, à la place d'un animal. Un type qui est en cage, un chômeur, apparemment, qui s'est mis en cage pour attirer l'attention. Et il attire effectivement l'attention, c'est-à-dire que la télévision va le filmer pendant 10 jours, jusqu'au moment où Lily, qui en a par-dessus la tête, qui est humiliée pour lui, l'engueule. Elle lui flanque une engueulade terrifiante, et le lendemain de cette engueulade, on le retrouve pendu. Oui, c'est-à-dire que quand d'abord il y a la télé qui vient, et il y a une phrase là, que j'ai piquée dans votre bouquin, c'est le type de la télé, là, un peu genre LCI, un peu Ken, et qui dit « L'atroce simplicité de ce spectacle dit toute la tragédie du chômage ». Donc c'est le genre de phrase qu'on entend toute la journée. Quand on les lit comme ça, oui, on se rend compte à quel point... Dès qu'on les met à plat. Dès qu'on les met à plat, on se rend compte que c'est terrible. Donc effectivement, pendant une semaine, ce chômeur en cage devient un phénomène de société, et un soir, elle l'interpelle, lui dit « La télé vous a bouffé, vous avez fait couvrir le robinet à trémolo ». Et le chômeur en cage, c'est le rêve des patrons. Et ça a été filmé. Et ça a été filmé. Elle a été filmée parce qu'il y avait des caméras à l'intérieur des cages. Tout ça a été préparé à l'avance. Elle ne s'en rend pas compte. Et le lendemain, ça passe, évidemment, aux écrans. Et le type est retrouvé pendu. Ouais. Voilà. Donc, évidemment, elle va être soupçonnée. Alors là, on ne dit pas la suite. Hein. Là, on arrête là. On arrête là. Alors bon, est-ce que vous croyez que la culture est le dernier rempart contre cette espèce ce que vous appelez, enfin ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, dans tous les domaines d'ailleurs, effectivement, qui prennent la parole là-dessus. Alors que les politiques, finalement, on dirait qu'ils ont tout abandonné, quoi. Moi, je ne pense pas que la culture est soit un rempart, soit une arme. C'est pas par hasard que les premiers à se faire zigouiller en période d'insurrection militaire, par exemple, sont les intellectuels, les chanteurs, les artistes, etc. Donc, je crois qu'en tout cas, nous sommes là, quand je dis nous, c'est vraiment au sens très large, les saltimbanques, pour rendre compte de notre perception du monde. Alors, on va parler de votre association parce qu'il se trouve que justement, elle est culturelle. C'est une association qui s'appelle Lire et faire lire. Donc, vous demandez à des retraités d'aller lire des livres à des enfants. Voilà, hein. Oui. C'est tout à fait simple. Et c'est vrai qu'à une époque où on vivait tous ensemble en famille, c'était naturel. Oui. Et aujourd'hui, compte tenu de ce qui est devenu la famille, il faut l'organiser. Oui, on s'est aperçu que les enfants arrivant en 6e avaient un niveau de lecture qui n'était pas satisfaisant. Et un instituteur breton a eu l'idée de faire venir des retraités et de recréer ce rapport calmant, ce rapport du grand-père qui lit le soir aux enfants avant de s'endormir. Et ça a très bien marché. Et donc, une association s'est créée qui s'appelle Lire et faire lire et qui décide de faire ça sur l'ensemble du territoire français, sur l'ensemble des départements français. Donc, des retraités peuvent aller dans des écoles primaires à l'invitation d'instituteurs lire à des enfants. Et il y a un numéro de téléphone national où les instituteurs peuvent appeler et les retraités peuvent appeler. Voilà. Alors, c'est une association donc, qui est parrainée par 110 écrivains. Hein. Alors, le numéro de téléphone, notez-le bien, si vous êtes soit avec un enfant qui veut lire ou vous êtes retraité, vous voulez lire aux enfants, 08 25 83 28 33. 08 25 83 28 33. Voilà. Finalement, est-ce que vous dites, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut donner un coup d'arrêt à ce que vous appelez la débauche? C'est-à-dire, vous dites, sinon, il y aura une réaction violente et assassine. Je ne sais pas ce qu'on peut faire institutionnellement. Ça veut dire que quand on a une société comme la nôtre, qui ne produit plus rien que des services, où l'argent n'est que le fruit de ses propres dividendes, et où dans le même temps les gens ont de moins en moins de travail, je ne sais pas si des artistes peuvent tenter quelque chose. Mais ce que je crois, c'est qu'à l'intérieur des entreprises, les gens ne peuvent pas s'exonérer de comportements personnels. C'est-à-dire que quand on voit, si je vous vois, vous faire lourder de façon absolument inadmissible, il faut que j'intervienne. Il n'y a pas d'autre solution. Bien, je vous connais, la prochaine fois qu'on me virera de la télé, je vous appellerai. En tout cas, non mais c'est vrai, il n'y a pas de... on ne peut pas ne pas intervenir, au moins dans le cadre où les choses se passent immédiatement. Ce qu'il y a, Daniel, c'est qu'avant, il y avait la Révolution, il y avait le mouvement syndical, il y avait les partis de gauche, etc. Mais maintenant, les gens sont devenus tellement individualistes, et vous dites vous-même d'ailleurs, vous dites un jour, on n'est pas à l'abri qu'il y a un mec qui pète les plombs et qui tire dans le tas. Bien sûr. Parce que la révolte, c'est individualisé. Et ce sera dramatique. Il vaut finalement beaucoup mieux une descente générale dans la rue que des types rendus à ce point malheureux qui deviennent complètement fous et se mettent... Ils s'enferment dans des cages au Jardin des Plantes. Alors, sur le plan politique, bon, vous êtes de gauche, mais vous dites vous êtes revenu de tous les points d'exclamation en forme de poteau d'exécution. Mais la gauche, aujourd'hui, c'est quoi? C'est DSK
Strauss-Kahn ou c'est Bourdieu? Moi, sur le plan politique, je crois au comportement, encore une fois, vraiment au comportement personnel, individuel, que ce soit dans son immeuble, dans son entreprise, etc. Finalement, je suis vieillotement moraliste, ouais. Mais je crois dur oui. Comme fer. On peut toujours énoncer des principes, on peut toujours faire... mais tant qu'on s'exonère d'un comportement, on se ment à soi-même. C'est facile de se faire valoir, ça c'est pas trop difficile. Oui, d'en parler à la télé, le mieux c'est l'action quotidienne. Oui, ouais. Il me semble. On enchaîne avec notre coup d'œil sur le président du jury d'Angoulême, Robert Crumb. Le Bruegel Baba de la BD est ici portraituré par ses 2 collègues et disciples, Dupuis et Berberian. Karine Roy a filmé de l'art et des cochons, Magnéto. Grand prix à l'unanimité d'Angoulême 99 et président du 27e Festival de la bande dessinée, le créateur de Fritz the Cat, l'américain Robert Crumb, est un mythe de la BD underground, mais aussi un président très contesté. Reconnu comme l'un des plus grands dessinateurs de notre époque, Crumb, d'une timidité maladive, n'a accordé quasiment aucune interview et n'est pas venu chercher son prix. Lors de la cérémonie, c'est son éditeur qui a pris la parole à sa place. Ceux parmi vous qui connaissent mon travail et ont lu mes histoires savent à quel point la foule me fait peur et à quel point je n'aime pas les micros et la lumière des projecteurs. Qu'on excuse ma franchise, mais se retrouver seul sur une scène de théâtre, aveuglé par les projecteurs, n'est pas précisément l'idée que je me fais d'un bon moment. Crumb remerciera le jury d'Angoulême à sa façon en donnant un concert acoustique soutenu par son groupe de world music, les Primitifs du futur. Enfant battu, Crumb l'introverti se sert de la bande dessinée comme exutoire. C'est son seul rapport au monde. Il y transpose avec génie tous ses fantasmes les plus trash. Dans les années 60-70, il invente une nouvelle manière de dessiner en se shootant au LSD. Quand Crumb dit que le dessin lui a sauvé sa vie, c'est vraiment pas de la rigolade, quoi. Dupuis et Berberian, prix du meilleur album l'année dernière pour Monsieur Jean, sont des admirateurs inconditionnels. Pour eux, les dessinateurs d'aujourd'hui sont tous des rejetons de Robert Crumb. Tous les grands prix d'Angoulême ont une reconnaissance profonde vis-à-vis de Crumb en tant que dessinateur. Il y a des gens comme Moebius, comme Gottlieb, on l'a déjà dit. Il y a vraiment... On est allé boire à cette source, chacun à sa manière. Souvent, j'ai entendu des gens réduire Crumb à un côté pipi-caca, comme ça, très ras des pâquerettes. Allez, c'est un truc de boutonneux, et puis ça va pas plus loin que ça. Mais non, ça c'est pas vrai. C'est vraiment un travail très profond et un travail d'écrivain en plus. Et quelqu'un qui a une réflexion sur sa vie, et qui vient intégrer son travail dans sa vie pour avancer et à la limite, pour pouvoir vivre justement. Dans l'expo, là, c'est vraiment... pour moi, dessinateur, ça me déprime. J'arriverai jamais à ce niveau. C'est pas possible. Merci Karine Roy. On se retrouve après les pubs pour la suite de ce best-of et notre agenda du week-end programmé par mes amis de toujours. On continue avec notre coup de cœur pour les Space Invaders, ces aliens protéiformes et pixelisés qui squattent nos murs, nos trottoirs ou nos statues, s'affirment comme le nouvel art de la rue. Christophe Sandeau n'est pas resté de marbre, Magnéto. Scrutez les coins et recoins de l'espace urbain, les murs et parfois même les monuments. Attention, dans la rue, l'invasion des hors-la-loi de l'art a déjà commencé. Bravant police et justice, ils envahissent de plus en plus obsessionnellement notre champ visuel. Ils y sont anonymes, underground, solitaires et sauvages. Heureusement, dans un document vidéo exclusif envoyé à la rédaction, le plus connu et omniprésent de ces artistes de rue, le mystérieux Invader, me dévoile la basse besogne et l'humour 3e degré de ses bienfaits artistiques et me donne des indices pour le retrouver.
un amateur de jeux de piste. Je suis Invader et je suis responsable de l'invasion de la Terre par les Space Invaders. Le propre des Space Invaders, c'est d'être fabriqué en carrelage de salle de bain, mosaïque, piscine, n'importe quoi, donc c'est carré et solide. Et ensuite, ils sont fixés avec du ciment ou de la colle. C'est une créature qui est déjà pixelisée à la base, puisque c'est un très vieux jeu vidéo où il y avait une très faible résolution. Bizarrement, ce sont les Space Invaders sur les monuments qui tiennent le mieux, presque plus que sur des murs privés. Donc je remercie presque les autorités. Space Invaders! Sur la cassette pirate, je découvrais également Zeus, qui a créé avec Invader le collectif Anonymous, une autre personnalité de l'art de rue qui, le visage toujours masqué d'un bas, dessine à la peinture blanche des silhouettes à même le sol. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui interviennent dans l'espace urbain. C'est un petit peu une tendance actuelle. Je pense que l'originalité de ma démarche, avant tout, c'est d'utiliser autre chose que des bombes de peinture. En France, les principales villes, c'est Paris, bien sûr, Grenoble, Montpellier. Là, je travaille sur Marseille. Il y a Amsterdam, Londres, Barcelone, Anvers, Tokyo, Los Angeles. Mais comment retrouver l'insaisissable Invader? Aujourd'hui courtisé par les milieux branchés de l'art contemporain et de la haute couture, je vais rôder du côté de chez Almin Reich, une galeriste qui embarque les Space Invaders pour la foire d'art contemporain de New York. Je l'ai vu hier, je ne l'ai pas vu depuis, et je fais un projet avec lui, une exposition pour le 29 avril. À quoi il ressemble? Ah, ça, je peux pas vous le dire. Personne n'a jamais vu son visage. Vous n'avez pas un petit indice pour moi, pour que je le retrouve? Oui. Il sera à l'aéroport aujourd'hui avec une grosse valise noire. Du côté du concept store, Jean-Charles de Castelbajac, un grand fan de l'artiste, me confirme l'info. Le couturier a même financé son plan d'invasion de Paris. Il y a un côté pirate, il y a un côté sulfureux, mais il y a aussi un côté très élaboré et très stratégique et conceptuel. Moi, je pense que la rue, c'est la plus belle galerie du monde. Donc, et puis dans le passé, c'est comme ça que j'ai connu Kissaring, qui est devenu mon ami. C'est comme ça que j'ai connu Jean-Michel Basquiat. Invader est bien à l'aéroport en partance pour New York. J'arrive enfin à intercepter le hors-la-loi de l'art. Je suis un petit peu en pleine conquête territoriale en ce moment. Là, je serai dans quelques heures à New York. J'étais en Californie la semaine dernière et ça va continuer comme ça pendant un petit moment. Le mot de la fin, alerte. Merci Christophe Sandeau. Je reçois maintenant le philosophe Bernard-Henri Lévy pour la parution chez Grasset de son essai « Le siècle de Sartre ». Alors, votre livre, c'est la thèse des deux Sartre, donc c'est le cœur du livre, avant le stalag et après le stalag. Alors avant Dandy, Stendhalien, voire Nietzschéen, vous dites découvreur du vaccin antitotalitaire, et après le stalag, donc après la guerre, admirateur de Staline, en tous les cas, pas contempteur, mais turiféraire de l'URSS, de l'Union soviétique. Entre les deux, il y a eu le stalag, et là, vous dites qu'il devient humaniste, il devient progressiste, il découvre l'homme avec un grand H. Et pour vous, enfin, c'est votre interprétation en tous les cas, celle de votre livre, c'est le cœur du problème, c'est cette espèce de renversement du personnage, finalement. Voilà. Moi, je crois en gros, si vous voulez, pour aller très vite, mais contrairement à l'idée dominante, à l'idée reçue, je crois que tant que Sartre, mais ça dépasse le cas de Sartre, c'est vrai d'autres écrivains au XXe siècle, tant que Sartre est anti-humaniste, c'est-à-dire tant qu'il ne croit pas encore aux grandes idéologies progressistes sur l'avenir de l'homme, sur la construction d'un homme nouveau, radieux, etc., il est démocrate. Oui. Le jour où il devient humaniste, c'est-à-dire quand il commence à entrer, à accorder son crédit à la fable d'un homme de meilleure qualité, alors il y a les dérapages que nous savons sur l'URSS. C'est vous, parce que tant qu'il est antitotalitaire, il est antitotalitaire quand il est anti-humaniste, et quand il devient humaniste, il devient totalitaire. Parce que je crois que quand il est anti-humaniste, il croit à l'individu, il croit au sujet, il ne croit pas à l'homme majuscule. Et puis en revanche, quand il devient humaniste, alors il croit à une espèce humaine réconciliée avec... Enfin, il croit. Mais c'est pas... oui, c'est pas une croyance... C'est pas une croyance, et surtout, c'est pas Sartre. Je crois que c'est l'histoire du XXe siècle, ça. Alors,
effectivement, il découvre la liberté avant le stalag, et après il se dit libre, oui c'est bien, mais pour quelque chose, il faut être libre pour quelque chose, il ne faut pas être libre pour rien. Voilà. Et c'est très clair dans votre bouquin. Et c'est un des thèmes des chemins de la liberté d'ailleurs. Oui. Hein. C'est un des thèmes qui anime ce grand livre, ce monument littéraire que sont les chemins de la liberté. Et alors là, il commence à dire, à se planter, quoi. C'est-à-dire les deux, pas dire seulement plein de conneries, quoi. C'est-à-dire les deux. D'abord, les dénonciateurs du régime soviétique, donc David Rousset, il dit on ne répond pas à David Rousset. On lui laisse gagner sa vie comme il peut. C'est une méchanceté totale, ce qui est plutôt drôle. Oui, attendez, Thierry, il y a les deux, il y a ça, et puis il y a en même temps, au moment par exemple de la Hongrie, en 1956, un texte admirable qui s'appelle Le fantôme de Staline, qui est un texte anti-stalinien, d'une violence. C'est encore pire. Si vous comprenez. Pourquoi c'est encore pire? C'est encore pire. C'est-à-dire s'il est capable de dire tout et son contraire en même temps ou à un an d'intervalle. Attendez, il est capable, lorsque les chars rentrent en Hongrie, il est capable de dire son horreur, il est capable de dire son... Oui, d'accord, mais ça empêche son mépris pour les communistes français qui soutiennent cela. Imaginez un type qui soit arrivé en 1942 à Paris et qui ait dit, vous savez, les camps de concentration, les camps de la mort, et puis qu'on ait dit, en parlant de ce type-là, on ne répond pas à ce type-là, on lui laisse gagner sa vie comme il peut. Je veux dire, Kravchenko, j'ai choisi la liberté, il est traité d'agent de la CIA, comme vous d'ailleurs, par les communistes, et il fait un procès au PC, et Sartre, même s'il a conscience que Kravchenko n'a pas complètement tort, il le laisse se faire lyncher par l'intelligentsia de l'époque. Oui, absolument. Mais d'abord, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, et quel que soit... Enfin, moi, j'ai écrit il y a 20 ans un livre qui s'appelle « La barbarie à visage humain », et je ne suis donc pas suspect de la moindre complaisance à l'endroit de ceux qui ont pu couvrir les crimes staliniens. N'empêche qu'on ne peut pas comparer, je reprends vos termes, les camps de la mort avec les crimes staliniens. C'est deux choses différentes, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que Sartre a dit, par exemple, en 1954, la liberté de critique est totale en URSS, c'est vrai. Alors, il y a deux solutions. Il a dit un anticommuniste est un chien. Je ne sors pas de là, je n'en sortirai jamais. Absolument. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Moi, j'ai écrit 675 pages pour essayer de comprendre comment ce type formidable, cet homme libre, ce théoricien de la liberté, ce philosophe antifasciste, parce que je crois que s'il y a un philosophe antifasciste au XXe siècle et antitotalitaire, c'est Sartre. S'il y a quelqu'un qui armera vos enfants et les miens, pour penser l'antitotalitarisme demain sous quelques visages qu'ils prennent, c'est la philosophie sartrienne. Comment expliquer que cet homme-là, qui a inventé cette philosophie-là, qui a inventé tous les vaccins, tous les antidotes, comment expliquer qu'en effet, il ait pu dire des choses pareilles? Alors, il y a plusieurs explications, j'en donne 3, mais enfin, là, il y a 600 pages, en effet. Ouais. Il y a cette histoire de stalag, c'est-à-dire la découverte de la communauté, l'idée, en gros, que c'est mieux d'être membre d'une collectivité, d'un groupe, que d'être un individu. Il y a, deuxièmement, un désespoir philosophique, le désespoir philosophique d'un homme qui était parti avec l'idée qu'il allait sortir, qu'il allait, en gros, démentir Hegel, démentir l'idée de la fin de l'histoire et de la fin de la philosophie, recommencer la philosophie à zéro. Ça, c'est l'être et le néant. Et puis qui se rend compte, pour des raisons dans le détail desquelles on ne va pas entrer ici, que cette entreprise est vouée à l'échec. Et puis il y a troisièmement, une histoire qui commence avec le surréalisme et qui finit avec lui, et qui a rapport avec ce que j'appelle l'adieu à la littérature. Et ça, c'est l'histoire des mots. On va y venir. Alors, bon, non seulement il s'en prend aux gens qui dénonçaient l'horreur soviétique, mais enfin, il admire Castro, Mao, il déteste De Gaulle, dit-il, autant que Pétain. Dans les damnés de la Terre, dans la préface, il appelle au meurtre des Européens. Alors, l'explication, moi, qui me semble la plus claire dans toutes celles que vous donnez, effectivement, c'est la haine de soi. Oui. C'est-à-dire, finalement, cette espèce de complexe éternel que, face à la classe ouvrière qui est déifiée, on n'est pas grand-chose, quoi. Mais c'est compliqué, la haine de soi. Vous savez, en effet... Face au tiers-monde aussi, d'ailleurs. Oui, dans le cas de... D'abord, attendez, il y a aussi des explications prosaïques. Il ne faut pas les oublier non plus. Quand il écrit la préface aux damnés de la Terre, il faut voir aussi dans quelles circonstances on se trouve. Guerre d'Algérie, torture d'État à grande échelle, des dizaines, sans doute des centaines de corps d'Algériens jetés à la Seine et assassinés par la police française et par le préfet Papon. C'est dans cet état de rage et de colère, face à un État qui est en train de réinventer des méthodes que l'on croyait oubliées, que Sartre écrit. Ce n'est pas une excuse, mais en effet, on ne comprend rien à ce genre de texte et à cette espèce de folie qui s'empare de lui, de démence, parce qu'il y a de la démence si on oublie cela. Et puis, il y a une autre chose, ça c'est vrai,
c'est la haine de soi, la haine du bourgeois en soi, la haine de l'européen en soi, ce sentiment. Oui, parce que, pardon, je vous coupe, mais c'est vrai qu'il y avait cette explication, je crois que c'est Aron qui disait il ne s'est pas engagé pendant la guerre, alors il s'est engagé après. Bon, mais ça, c'est pas vrai. C'est moins crédible. Mais ça, comme vous le savez, je le dément. Oui, mais c'est justement. Voilà, c'est le seul chapitre proprement biographique de ce livre qui n'est pas une biographie. Là, je crois que c'est une infamie. Sartre a commis plein d'erreurs, mais pas celle-là. Je crois qu'en 40, il s'est bien conduit. On va parler de la guerre. Donc, pendant la guerre, il écrit dans Comédia. Alors, évidemment, il n'a pas fait de texte collaborationniste, mais enfin, il a quand même écrit dedans. Il fait jouer les mouches devant un parterre d'officiers nazis. Mais non. Il fait jouer les mouches devant la jeunesse de Paris. Devant des officiers nazis qui allaient au théâtre. Devant la jeunesse de Paris, devant Alexandre Astruc, devant Jean Duvigneau, devant, moins jeune, Jean Paulhan, qui sort de là en disant « J'ai vu la première pièce... » Attendez, non, mais je vous adore. J'ai vu la première pièce anti-vichiste de l'occupation. Oui, c'était un peu anti-doloriste ou anti-méaculpiste, comme vous dites. Mais pas un peu. Mais enfin, vous y voyez effectivement. Mais pas j'y vois. Les témoins de l'époque, les jeunes gens qui vont voir cette pièce, sortent galvanisés de cette représentation. Jean Cavaillès, quand il lit L'être et le néant, qui est probablement le dernier livre qu'il ait lu avant d'aller au... Non, il était déjà engagé dans la résistance. Mais c'est un des derniers livres qu'il ait lu dans sa vie. Et on peut donc imaginer qu'il y ait puisé un renfort philosophique. Non mais attendez, vous dites, moi il y a une phrase quand même de vous, vraiment je suis content de pouvoir vous en parler en face. Oui. Vous dites, depuis quand reproche-t-on aux gens de n'être pas des héros? Quand on dit Sartre pendant la guerre, il a fait de la résistance un peu à la noire, enfin c'était pas, c'est pas un grand résistant, c'est clair. Vous dites, depuis quand reproche-t-on aux gens de n'être pas des héros? Enfin, c'est du Henri Amouroux, ça. Non, pas du tout. Si, Henri Amouroux, il passe son temps à dire, mais vous savez, les Français, pendant la guerre, c'était terrible, ils ne pouvaient pas tous être résistants, le glaive, le bouclier, enfin, vous connaissez Henri Amouroux. Oui, je connais Henri Amouroux. Il y a deux choses différentes. Dire, en effet, faire l'impasse sur ce qu'a été réellement l'occupation, sur la réalité du vichisme, c'est une chose. Accuser un intellectuel, en l'occurrence Sartre, d'avoir eu la moindre connivence d'esprit ou d'acte avec un régime qui n'a cessé de combattre dès le premier jour, en est une autre. Et c'est dégueulasse. La première chose, enfin, j'en ai marre de le répéter, ça fait plusieurs fois. Première chose... Oui, mais attendez, on vous a connu, Bernard, on vous a connu plus procureur. Dans la barbarie française, dans l'idéologie française, on vous a connu plus procureur. Oui, Beuve-Méry, il était à l'école à Uriage, l'école des cadres de Vichy, machin. Je pense que Beuve-Méry à Uriage... On a tous lu vos bouquins. Je pense que Beuve-Méry à Uriage a alimenté la machine idéologique du pétainisme. Beuve-Méry et d'autres. Oui, bien sûr, Beuve-Méry, comme il était patron du Monde, c'est sûr qu'on y a fait attention. L'école d'Uriage fabriquait du pétainisme et fabriquait de l'idéologie méaculpiste. Avouez que là, vous êtes quand même moins procureur. Mais je le suis tout autant. Idéologiquement, Sartre fabrique une philosophie de la liberté et une philosophie de résistance. L'être et le néant, c'est une philosophie de résistance. D'accord. Mais comment d'accord? Alors c'est le contraire de Uriage. Deuxièmement, la première chose qu'il fait à peine débarqué à Paris, je ne veux même pas m'énerver parce que c'est tellement évident, c'est de créer un groupe de résistance qui s'appelle Socialisme et Liberté. Je sais. Enfin, bon, il y a plein de gens qui se réunissaient dans les bistrots pour créer des groupes de résistance. Et il y a plein de gens qui se réunissaient dans les bistrots pour créer des groupes de résistance et qui finissaient sous la torture de la Gestapo, y compris dans le groupe Sartre. Quand je dis qu'on ne peut pas reprocher à un homme de ne pas avoir été un héros, je dis surtout qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas être mort sous la torture. Il y a des camarades de Sartre qui sont morts sous la torture en déportation et qui n'en ont fait ni plus ni moins que lui. On se retrouve pour notre dossier du jour. Ce soir, que reste-t-il de Sartre? Avec Claude Lanzmann, directeur des Temps modernes, et Bernard-Henri Lévy, auteur du siècle de Sartre aux éditions Grasset. Finalement, les prises de position de Sartre à l'époque de la guerre froide, pour moi, le disqualifient. Bon, Bernard-Henri Lévy dit oui, il s'est trompé, mais enfin, c'est pas grave. Moi, je dis qu'il y a des gens qui ont été disqualifiés par leur collaborationnisme, et il y a des gens qui sont disqualifiés par leur collaborationnisme avec l'URSS et Staline qui a tué 100 millions de gens. Rien, c'est infiniment plus compliqué. Expliquez-nous. Et Sartre lui-même, d'ailleurs, a écrit là-dessus. Il a parlé sur le goût de l'époque, en disant que l'époque a toujours tort quand elle est morte, mais qu'elle a raison quand elle est vivante. Et que ça, c'est un goût de l'époque. Je ne sais pas quel âge vous aviez Je suis né en 49. Oui, bah alors, donc en 1950, vous aviez 1 an. Absolument. Alors, le goût de l'époque... Vous voulez dire quoi? Qu'on juge le toujours goût avec de le l'époque, recul? vous ne le connaissez pas, le goût de l'époque. On sait, c'est bien plus compliqué que ça. Moi, j'étais jeunesse communiste en 1943. Et je suis entré dans la résistance à ce moment-là. Et tout ça était profondément lié à Stalingrad,
et à ce genre de choses. Et les Russes étaient quand même en train de nous sauver des nazis, qu'on le veuille ou non. Bon. Alors ça, il faudrait quand même pas oublier ça. Et n'oubliez pas non plus que la guerre froide commence très tôt. La guerre froide commence dès 1948. Bon. Et la guerre froide, c'est quelque chose d'assez effrayant, avec la guerre de Corée très très vite. Et que tout ça est très rapide. Il y a une sorte de catapultage du temps. Moi, j'ai connu Sartre en 1952. Les communistes et la paix, ça date de 52. Et 4 ans plus tard, en 56, Sartre écrit ce texte dont Bernard-Henri Lévy a parlé, ce très beau texte, Le fantôme de Staline. Alors ne dites pas qu'il acceptait tout, c'est pas vrai. Il était traité lui-même à ce moment-là par les communistes comme un chien. Il le traitait de hyène dactylographe. N'oubliez pas ça. Avant de passer la parole à Bernard-Henri Lévy, je dis bien, je répète ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est un peu ce que je reprochais à Bernard tout à l'heure dans son bouquin, c'est-à-dire que vous trouvez tous à Sartre des circonstances atténuantes. Enfin, vous, c'est normal. Mais non, mais je ne... Mais ceci étant... Mais tout le monde s'est trompé. Il y en a marre de ces histoires. On peut dire ça des gens. Moi, je ne défends pas. Moi, je ne défends pas les gens qui étaient collaborateurs. Je ne défends pas les gens qui étaient collaborateurs. Je dis simplement qu'on peut... Claude, on peut l'expliquer par l'époque aussi. C'est-à-dire, vous nous dites l'époque, il faut comprendre l'époque, machin. Mais on pourrait dire, moi je ne défends pas ces gens-là, mais on pourrait dire que finalement, en 42, c'était l'époque aussi. C'est ça que je ne vois pas pourquoi. Il y a des gens qui seraient absous au nom de l'époque et des gens qui ne seraient pas absous au nom de l'époque. Ça, je voudrais bien qu'on m'explique, moi. Bernard. Premièrement, personne ne parle d'absoudre. On n'est pas au tribunal et en tout cas, moi, je n'ai pas écrit un livre de procureur. Alors, on peut faire le procès, mais c'est une autre démarche. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut absoudre. Les erreurs sont les erreurs, évidemment. Deuxièmement, quand on apprécie ce genre de questions, est-ce qu'un type s'est trompé ou non, il y a 2 principes qu'il faut avoir présents à l'esprit. Premier principe, ce que Lanzmann appelle le goût de l'époque et que moi j'appelle la teneur en brume. On juge toujours une situation dans la clarté postérieure, la clarté future, alors qu'elle s'est vécue dans le brouillard. Donc il faut essayer d'imaginer les acteurs dans le brouillard. L'autre principe, en revanche, et c'est vrai qu'il faut pondérer les deux, c'est qu'il y a des gens qui, malgré le brouillard, en effet, par une espèce d'instinct ou de grâce, et c'est arrivé à Sartre souvent, voient juste. Exemple, la guerre d'Algérie. Aron, contrairement à ce qu'on croit, se trompe. Aron est bien sûr pour l'indépendance de l'Algérie, mais pour les raisons que vous savez. C'est-à-dire, il dit en gros, il faut que l'Algérie soit indépendante parce que la France n'a plus les moyens de se payer une colonie. Le colonialisme, j'ai rien contre, mais on n'a plus les moyens. Ça coûte trop cher. En revanche, ça coûte trop cher. Raisonnement cartiériste amélioré. Mmh. Cartiériste hyper sophistiqué. Sartre, en revanche, pour le coup, avec une espèce d'instinct sûr, parce qu'il se range ce coup-là, aux côtés des incomptés, aux côtés des vrais damnés, aux côtés des victimes, il voit juste. Et il dit la torture est insupportable. Un régime fondé sur la torture n'a aucune excuse. Donc, dans certains cas, il y a des gens qui voient juste. Donc, il faut pondérer les 2 principes, le brouillard et la grâce. C'est les 2 choses. Et parfois, Camus a eu raison dans certains cas. Et c'est vrai que face au totalitarisme soviétique, gloire à Camus, qui a été l'un des premiers. En revanche, sur l'Algérie, je pense qu'il a eu des zones d'opacité où le brouillard l'a emporté. Imaginez une 3e voie, vous savez bien, qui était peut-être pas... Bon, on n'est pas là pour parler de Camus. Oui, moi, il m'est arrivé pendant la guerre d'Algérie de poser à Sartre ce genre de questions. Il disait, il écrivait « Nous torturons ». Et je lui disais, pourquoi est-ce que vous dites toujours « nous » quand vous parlez des salauds que vous dénoncez? C'est vrai, les autres auraient dit « il torture », bien sûr. Lui, il reprenait tout ça à son propre compte. Bon. Et c'est ça, véritablement, le contenu de son humanisme, à ce moment-là. On se retrouve après les pubs pour la suite de ce best-of et notre agenda du week-end, programmé par mes amis de toujours. Chers amis, chers ennemis, interview, débat, reportage, retrouvez le meilleur des infos du mercredi. Et en fin d'émission, notez sur votre agenda nos rendez-vous du week-end, stabilo bossé, par mes amis de toujours. Je reçois maintenant le comédien Michel Piccoli pour la sortie en salle de Compagne de voyage.
J'ai regardé un petit peu votre vie, parce que je savais que vous veniez aujourd'hui, donc je regardais un petit peu qui vous étiez en fait, parce que moi je vis avec vous depuis de longues années, puisque le premier film de vous que j'ai vu c'était Le Mépris en 63, j'avais 14 ans, donc je me suis dit mais qui c'est? Alors j'ai regardé, alors effectivement vos parents étaient déjà enfin votre père était violoniste au concert Colonne, hein, et votre mère était pianiste. Elle rêvait d'être artiste, mais la faillite de son propre père à elle l'avait amené finalement à donner des leçons de piano pour survivre, et on peut dire qu'elle souffrait de ça un petit peu en silence, non? Oh oui, ça fait partie de cette génération d'enfants de bourgeoisie très riches qui naissent étant le 12e de la famille, et les conditions financières de la famille sont... Ouais, pas terrible, quoi. Oui. Alors elle disait qu'elle restait à la maison pour s'occuper de vous. Elle vous le reprochait un petit peu d'être obligée de rester à la maison à cause de vous? Non, elle ne me le reprochait pas. Moi, je suis né de mon frère. Oui, vous étiez à la place de votre... Voilà, car j'avais un frère qui est mort à l'âge de 3 ans, et je suis persuadé, d'après les dires de ma mère et l'histoire de ma mère, et mon histoire, et notre histoire à tous les deux, que s'il n'était pas mort, elle ne m'aurait pas conçu. Ah oui. Ah oui, donc vous êtes né un peu comme un remplacement, quoi. Complètement, Complètement, oui. Oui. Mais vous avez un problème, il y a un rapport avec votre mère, Juliette Gréco, qui était votre seconde femme, disait il y a 2 ans, il y a une énigme en lui au sujet de son enfance, en parlant de vous, et des comptes à régler avec sa mère, non? Oui, il y a toujours des comptes à régler avec ses parents, non, ou avec sa mère. Bien sûr que j'avais des comptes à régler. L'ennui, c'est que je ne les ai pas réglés avant sa mort. Ah oui. Mais ça, c'est une forme de pudeur, de timidité que j'avais vis-à-vis d'elle et qu'elle avait vis-à-vis de moi. Mais c'est pour ça que vous étiez un enfant un peu sérieux, un peu renfermé, un peu rébarbatif, non? Muet, silencieux, et ne voulant pas se confier, ne voulant pas se raconter. C'est ça. Je ne vais pas faire de la psychanalyse de bistrot, mais c'est intéressant de savoir... C'est pas de la psychanalyse. Voilà, de voir pourquoi vous êtes comme ça, finalement. Vous dites, je me suis libéré quand j'ai fait le métier d'acteur, oui, finalement. C'est ce que tous les acteurs disent, quoi qu'il y en ait qui s'encombrent, au contraire. Oui. Mais alors, si j'étais courageux et prétentieux, j'écrirais un livre sur comment je me suis psychanalysé à travers les personnages que j'ai joués. Ah oui. Mais ce ne serait pas un livre sur moi. Ce serait un livre et sur moi, et sur les personnages que j'ai joués, et sur les auteurs qui ont écrit ces personnages. Alors, la deuxième, il y a ce côté un peu renfermé, et puis alors il y a votre côté révolté, votre côté militant. Alors je me suis dit, mais d'où ça vient? Et j'ai trouvé un épisode de votre vie, vous allez me dire si ça vient de là. À l'âge de 13 ans, c'est l'Exode, hein, votre mère vous donne une bicyclette, 300 francs, et vous envoie comme ça, seul sur la route, à l'âge de 13 ans, en Corrèze. Vous êtes assez heureux d'y aller, d'ailleurs. Très heureux. Et là-bas, pour la première fois, quand vous arrivez, vous voyez pour la première fois un homme pleurer, et vous demandez pourquoi, on vous dit les Juifs. Et là, vous prenez, ça vous révolte, évidemment, vous prenez conscience, ça vous décile. Oui, mais vous savez, quand on a 13 ans, 14 ans, ou quand on est petit, ou pas encore bien grand, il y a des événements dans l'existence qui peuvent marquer, bouleverser toute votre vie, mais on ne le découvre qu'après, que longtemps après. Et c'est vrai que j'avais 14 ans, je venais de faire l'Exode avec tous les gens qui mouraient, qui pleuraient, etc. Et puis, mais c'était le plus beau jour de ma vie, c'était comme le film de Clément. J'étais tout seul sur ma bicyclette, tout le monde pleurait, et moi je me faufilais très bien. J'arrive dans un pays de paix, à la campagne, et d'autres réfugiés comme moi arrivent. Et je vois un vieillard de 40 ans qui pleure. Pleurer. Alors après, vous voulez faire de la résistance, mais vos parents sont avertis par un boutiquier à qui vous en parlez. Ah, vous connaissez des choses. Et ils vous bouclent à la maison. Et alors, votre seul exploit, votre vie, c'est d'avoir distribué des photos de Gaulle au lycée, parce que vous aviez quand même cette volonté déjà de militer, de résister et de militer. Oui, parce que grâce aux grandes personnes avec lesquelles je vivais, qui étaient très accrochées au poste de radio à Galène ou je ne sais pas quoi, j'ai entendu live, comme on dit, l'appel du général de Gaulle. Bon, j'avais 13 ans. Mais quand on entend un monsieur, qui soit le général de Gaulle ou Tartampion, qui vous dit « Venez combattre, il faut sauver votre pays, vous serez des héros », eh ben, non. Oui, il y en a qui sont mais pas... c'est fragile, hein. Il y en a qui ont dit non et il y en a qui ont dit oui. J'aurais pu écouter le discours de l'autre. Oui. Mais je l'ai entendu, le discours de l'autre. C'est bien, vous voyez. Mais heureusement, j'ai entendu... Séparer le bon grain de l'ivraie, comme on disait tout à l'heure. Alors, vous voulez pas devenir musicien comme vos parents, puis un jour, il y a une distribution de prix, et vous jouez l'habit merveilleux d'Andersen, et là, vous, enfant timide, vous êtes enfin heureux, et les adultes se taisent devant vous. Et là, vous dites, peut-être n'ai-je fait du théâtre que pour ça. C'est que pour les adultes se taisent devant moi, finalement. Les gens m'écoutent. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic, oui.
Mais après, il y a des événements extraordinaires. Je pourrais vous dire que maintenant, les gens se taisent encore quand j'exerce mon métier. Oui. Pas toujours. Une fois, il m'est arrivé une chose extraordinaire. Je joue dans un tout petit théâtre minuscule, une pièce dont je ne me souviens plus le nom de l'auteur, et le spectateur qui était comme ça appuyé sur la scène, je ne sais même pas s'il y avait une rampe, très gentiment, alors que j'avais parlé pendant 10 minutes tout seul, me dit « ça doit pas être marrant de dire ça tous les soirs ». C'est terrible. Mais il a dit ça avec une telle gentillesse. Ah oui, oui. Que... Il y avait de la compassion, en fait. Oui. Ah oui. Il m'encourageait presque. On va pas faire toute votre carrière parce qu'on y sera encore demain matin. Mais bon, 64, Buñuel, le journal d'une femme de chambre. 66, Belle de jour, avec Catherine Deneuve. 67, vous êtes Monsieur Dame dans Les Demoiselles de Rochefort, et on vous a adoré. Benjamin de Deville. Et alors en 69, moi je m'en souviens, à l'époque j'en ai un peu voulu. Vous prenez un virage, c'est-à-dire que vous aviez cette espèce de carrière comme ça, très brillante et tout ça, et vous faites Dillinger est mort de Marco Ferreri. Et là, je dois dire, moi, je m'en souviens, je vous en ai un peu voulu, de dire, mais pourquoi il continue pas, on l'aime tellement comme ça, pourquoi il va faire ces petits films qu'on n'arrive pas bien à comprendre? Oui, mais alors, je sais qu'on m'en a voulu parce qu'avant, je représentais l'homme de 40 ans de bonne tenue, d'élégance et d'intelligence. Voilà. Et puis, crac, je suis passé vers les sortes de... pas de voyous, mais de détraqués. C'est ça. Il y a eu Thème Rock de Faraldo, il y a eu plein de films comme ça. Oui, mais moi, j'avais pas envie de faire une carrière avec une image... lisse. Lisse, immuable. Bah alors après, il y a eu La Grande Bouffe. Alors là, en 73, alors là, vous avez réussi, parce que c'était... Vous êtes fait huer sur les marches de l'ancien palais à Cannes. J'ai failli, soi-disant, gâcher ma carrière. Ah oui. Ah oui. Votre mère n'a pas voulu voir le film. Non. Votre belle-mère, n'en parlons pas. Peut-être elle a eu le courage de le connaître. Non, je crois pas. C'est votre beau-père, je crois, qui était plutôt... Lui, ça allait encore. Mais je crois que votre belle-mère était comme votre mère. C'était énorme. Mon beau-père était... Peut-être a été voir 2-3 fois le film. Oui. En secret. Non, c'était un super scandale. Effectivement, là, vous êtes devenu, effectivement, vous étiez un artiste honorable, comme vous disiez, vous êtes devenu un peu... Là, on vous a traité, à l'époque de La Grande Bouffe, on vous traitait de sale pédé, de communiste. Enfin, c'était vraiment violent, quoi. Ah oui, c'était à l'époque d'ailleurs où un ami à moi, dont je tairai le nom, mais très gentil, à un moment on a dit que le bruit courait que j'étais homosexuel. À l'époque encore c'était mal vu. Oui. Heureusement ça a changé. Ah oui. C'est l'inverse maintenant. Je ne le suis toujours pas. Oui, maintenant il vaut mieux l'être. Oui. Ah, je sais pas, bon, on verra. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais plus. Non, alors oui, et un ami à moi dessus, a dit, mais écoutez, c'est normal, parce qu'il fait des choses tellement bizarres, c'est normal qu'il soit homosexuel. Oui, comme si on ne pouvait faire des choses bizarres dans la vie qu'en étant homosexuel. Alors il y a Robert Chazal qui a fait une bio de vous chez France Empire, et ça s'appelle d'ailleurs, Michel Piccoli, le provocateur. Donc il y a eu à un moment... au début des 70, cette volonté de sortir de votre rôle pour aller vers des films plus difficiles, des films plus risqués. Oui, j'ai jamais eu envie de m'installer dans une carrière avec des rails brillants tout le temps. J'ai envie de bouger, de découvrir, d'essayer d'autres choses. Marquez, ça vous a bien conservé, parce que là, je ne dis pas votre âge. Oui. Oh, vous pouvez le dire si vous avez envie. Bah, vous êtes né en 25. Sans blague. Attention. 27 décembre 25. Ah ouais, ça fait un an de moins. Vous êtes ça fait un an de moins. Ouais. Ça vous a conservé de choisir ce côté comme ça, non? Ça vous pensez pas? Oui, bien sûr, ça donne une énergie. Bah oui. C'est vital. Pour moi, c'est vital. J'aimerais être comme vous à 75 ans. On se retrouve pour notre rendez-vous critique théâtre avec notre fameux duo tragicomique Philippe Tesson, Jacques Nersan. Et on commence avec Le Misanthrope de Molière, mise en scène de Jean-Pierre Miquel avec Alberte Aveline, Michel Favori, Denis Podalides, Clotilde de Bézère, à la Comédie Française. Honneur à vous, commencez. Le pitch. Le pitch. Le Misanthrope. Est-ce utile? Ah oui, c'est utile, c'est utile. L'expérience dit que ce sont les pièces connues qui sont les moins connues. Bien sûr, non, non. Hein, c'est vrai. Non, puis le Misanthrope... Enfin, je pense qu'il y a quand même peu de téléspectateurs de rive droite, rive gauche qui n'ont pas vu le Misanthrope une fois dans leur vie. Le pitch, comment on pourrait dire, c'est Alceste et Célimène, c'est-à-dire oh, combien il est difficile pour un homme sincère d'aimer une femme coquette. Hein, ouais, c'est ça. C'est bien. Une histoire d'un homme sincère qui s'appelle Alceste et qui est très amoureux d'une dame dont on ne sait pas très bien si elle l'aime ou si elle ne l'aime pas, si elle est sincère ou si elle est vraiment coquette, si elle est frivole ou si elle est grave. Elle est tout à la fois. Et on le sait. Et j'ai beaucoup aimé. C'est incontestable. Elle l'aime, voilà, elle l'aime. Et j'ai beaucoup aimé. Puisqu'à la fin, alors c'est une femme libre, puisqu'elle est veuve, donc à cette époque, c'est le seul statut qui donne à une femme une entière liberté de choix, elle choisit d'être sa femme. C'est lui qui ne veut plus. C'est lui qui ne veut plus. C'est lui qui ne veut plus parce... Il a bien tort.
Ah bah ça c'est votre avis. Mais il a tort parce que c'est Clotilde de Bézère qui joue le rôle. Elle pose des conditions, elle pose des... Ah oui, mais elle pose quand même. Ah, mais ça a beau être Clotilde de Bézère, non, si elle pose quand même des conditions, elle dit je t'adore, mais j'irai pas à la campagne. Non mais c'est lui qui veut qui veut poser des conditions. C'est lui qui dit je veux vous emmener dans un désert. Bon, oui. Alors, il est évident que cette femme qui est jeune, qui a 20 ans, n'a pas envie de finir ses jours à la campagne. La campagne de l'époque, c'est quand même pas très très marrant. Ça peut se comprendre. C'est vrai. Bah, oui, bon. Moi, je lui donne entièrement raison. En plus, c'est Clotilde de Bézère qui joue le rôle. À l'époque, vous n'êtes pas en train de nous faire un Isabelle Carré, là? Bah, c'est mon Isabelle Carré. C'est votre Isabelle Carré. Ah bah d'accord, chacun a la sienne maintenant. Vous êtes casés, les enfants. Il y a Coralie Zonero, que j'adore, et Clotilde de Bézère, qui est admirable, touchante, et on ne peut que donner tort à Alceste dans des conditions pareilles. Non, mais ça, j'aime pas, moi, entrer dans ces considérations. Je ne prends pas parti. Moi, je me désincarne, moi, quand je vais au théâtre. Je ne me mets quand même pas là. Je ne suis pas un adolescent. Est-ce qu'on doit... Je ne me mets pas à la place d'Alceste, non plus. Attendez, c'est pas celle-là... Ne projetez pas. Oh bon non, j'essaie d'être le plus honnête, le plus froid, le plus objectif possible. Je ne dis pas qu'est-ce que je ferais à la place d'Alceste, ou elle a raison, elle a tort, cette Célimène, non, je ne dis pas ça. Je dis qu'elle est merveilleuse dans ce que vous dites d'ailleurs, c'est-à-dire dans cette ambivalence, dans cette incertitude, dans cette gravité légère, dans cette légèreté grave, elle est formidable. Et j'ai beaucoup aimé lui aussi, contrairement à beaucoup de mes confrères, peut-être Jacques, je ne sais pas, on n'en a pas parlé, lui aussi je l'ai beaucoup aimé. D'abord j'ai toujours eu un faible pour Denis Podalides, dont j'aime beaucoup l'allure générale, la silhouette, la façon d'être dans la vie, d'être sur la scène. Il est très touchant, il a une naïveté qui sert très bien. Il est jeune, et c'est bien de voir un Alceste jeune, car après tout, on en voit beaucoup plus souvent des quadragénaires que des types de 20 ans. Il est encore fragile, un peu boutonneux, vous savez, il est encore adolescent, il est encore un peu enfant. En fait, Nerson, c'est Clotilde de Bézère, et vous, c'est Denis Podalides. Bah, voilà. Moi, c'est les deux. Moi, c'est les deux, je ne fais pas le détail. C'est un très beau couple, Célimène-Alceste, l'un des plus rafraîchissants, des plus sincères et des plus vrais qu'on ait vu depuis longtemps. Je serais tenté d'être d'accord avec Philippe, mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. C'est que ce spectacle, qui a beaucoup de qualités, il faudrait aussi parler notamment de Michel Favori, que je trouve Oronte, très touchant. C'est une nouvelle interprétation du rôle que je trouve vraiment émouvante. Et Arsinoé, ridicule. Arsinoé, parfaitement ridicule, joué par Albert Hervine de façon très, très vieille comédie française. Mais alors, ce qui est drôle à propos de ce spectacle, c'est que c'est en fait un spectacle rigoureusement classique et même académique. À ceci près que Jean-Pierre Miquel ne veut surtout pas avoir l'air académique, sinon il va se faire traiter de ringard. Donc il fait faire un décor... Alors qu'est-ce qu'il fait un décor un peu contestable. Et surtout des costumes grotesques. Oui. Voilà. Grotesques. Alors notamment, qu'est-ce qu'il fait? Il met un haut 18e sur des pantalons d'aujourd'hui. C'est d'une laideur que vous ne pouvez pas imaginer. Justement, excusez-moi Jacques, c'est ce que je voulais vous demander. Bon, on a parlé de la pièce, bon, tout le monde connaît évidemment le Misanthrope, et on connaissait mieux avant parce que ça passait la télé à 20h30, en noir et blanc. Vous avez parlé de l'interprétation de Podalides et Bézère. Alors comment c'est justement, alors les costumes, le décor, voilà, c'est ça. Est-ce que l'interprétation de Miquel en fait, voilà. Il y a une direction d'acteur qui paraît assez hétérogène, puisque encore une fois, Arsinoé n'est pas convaincante, alors qu'Alceste et Célimène. Alors quelle est là, qu'est-ce qui revient à Jean-Pierre Miquel? On ne sait jamais très bien ça. Qu'est-ce qui revient? Il lui revient d'avoir bien distribué la pièce. Oui, il a bien distribué. Vrai. En revanche, l'environnement scénique, et notamment le décor et les costumes, sont tout à fait contestables. Mais finalement, on lui pardonne, parce que qu'est-ce que c'est, le Misanthrope? C'est l'un des plus sublimes dialogues de théâtre entre un homme et une femme. On lui pardonne, non, pardon, je m'associe pas. L'essentiel est là. Je ne lui pardonne pas ça, mais effectivement, l'essentiel est là. Et ça reste un spectacle. Alors, maintenant la question, donc, les nersonistes y vont? Les nersonistes y vont, notamment pour les acteurs et pour cette justesse de distribution. Les tessonnistes? Ils y vont pour la même raison. Bien, nous avons réconcilié donc tessonnistes et nersonistes. Alors maintenant, on va passer à la Comédie Française toujours, à Grimbert, avec sa pièce La Morphe de Tambour, mise en scène de Jean-Michel Ribes, avec Yves Gasque, Simon Haine, Claire Vernet, Roland Bertin, Thierry Ancis et Jean-Pierre Michael. Et c'est Jacques Nerson qui commence. Alors, entrée réussie ou pas, d'abord? Non. Entrée non réussie parce qu'on a loupé le coche, parce que c'était probablement pas par cette pièce qu'il fallait commencer. Il aurait fallu que la Comédie Française ait davantage de réflexes et qu'elle fasse entrer l'atelier. Dont nous avons beaucoup parlé la saison dernière. Mais qui a été monté par un théâtre privé, enfin, et aussi par le Centre dramatique de Marseille, par Gilles Desbourdet. Et là, ils prennent une pièce qui est loin d'être la meilleure de Grimbert, qui est une pièce de jeunesse, qui a été créée, je crois, en 71. J'avais assisté à la création. C'était déjà la Comédie Française, je crois, qui jouait la pièce, mais c'était à l'Odéon. Alors l'événement, c'est que ça rentre au répertoire. Enfin, franchement, c'est le pitch, alors. Le pitch.
Le pitch, c'est l'histoire effectivement du Troisième Reich, l'histoire de Hitler, mais vue et racontée à travers une allégorie vaguement shakespearienne. On est entre Ubu et Macbeth. Et puisqu'on parle de Macbeth, malheureusement pour Grimbert, un an après la création d'Amorphe d'Ottenbourg, en 1972, à l'Alliance française, il y avait un certain Ionesco qui faisait jouer Macbeth, et c'est le même projet. Et il est 100 fois plus réussi, d'abord parce que la langue de Ionesco est beaucoup plus belle, beaucoup plus serrée, beaucoup plus drue que celle de Grimbert dans ce spectacle. J'ajouterais quand même une petite chose, c'est que le spectacle souffre d'être monté avec trop de moyens. C'est un spectacle qui passerait beaucoup mieux dans un cabaret, monté, ou un café-théâtre, monté avec des accessoires pêchés un peu partout. Et là, tout est très appuyé, les costumes sont magnifiques, etc. Et cette splendeur se retourne contre la pièce qui est un peu trop légère. Voilà. Et la pièce est un peu trop légère pour supporter cet apparat. Monsieur Philippe Tesson, s'il vous plaît. C'est par cette pièce qu'il fallait commencer. C'est par cette pièce que devait entrer Jean-Claude Grimbert à la Comédie Française. Il y était déjà entré parmi les jeunes auteurs en 70, oui, sous Dux. Vous avez dit, ça n'est pas par cette pièce qu'il fallait commencer. Je vous réponds, c'est par cette pièce qu'il fallait commencer. C'est une pièce qui n'est peut-être pas une pièce, c'est pas une pièce de maturité, donc c'est vrai qu'elle a des défauts de désordre notamment et de complaisance, mais c'est une pièce superbe. C'est une pièce superbe par sa force théâtrale et par le message qu'elle diffuse. C'est le même message que Ionesco. Reconnaissez qu'il est meilleur chez Ionesco. C'est normal. Shakespeare a également diffusé le message de Ionesco et d'autres que lui. Pas le même. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de messages importants à diffuser. Et c'est très bien que le théâtre diffuse les messages les plus graves et les plus quel est le message là? Attendez, je termine si vous permettez. C'est une très belle pièce. C'est un texte très fort, dont la symbolique, encore une fois, est une symbolique grave, dramatique, contemporaine et universelle, c'est-à-dire la barbarie, dont le traitement est superbe parce que, comme il le dit lui-même, Grimbert exorcise le désespoir par le rire et c'est donné à très peu d'auteurs dramatiques. C'est donc, je maintiens par cette pièce qu'il fallait commencer. D'autre part, on était en attente très forte. Il y avait Grimbert, mais il y avait aussi un metteur en scène qu'on aime beaucoup, que vous avez reçu ici. Il y avait une complicité entre Grimbert et Ribes qui s'était exprimée à travers ce spectacle qu'on a vu l'an dernier au Rond-Point qui s'appelait Rêver peut-être. Il y a la même fantaisie, la même invention, le même génie, le même humour chez Ribes et chez Grimbert. Et enfin, le spectacle est absolument somptueux. Les trois éléments de la réussite sont là, malheureusement. Et ça, je suis absolument d'accord avec Jacques, c'est trop somptueux. C'est plein de fric. Ça dégorge de fric, de falbala, de décors, de costumes, d'accessoires. C'est énorme. Et ça écrase la pièce. On se retrouve après les pubs pour la suite de ce best-of et notre agenda du week-end programmé par mes amis de toujours. Je reçois maintenant le comédien Michel Galabru pour Monsieur Amédée au Théâtre Comédia. Michel Galabru, bonsoir. Bonsoir. Alors l'histoire, c'est simple, c'est Amédée, un prof de français, prof de français à la retraite, qui rencontre une prostituée et qui se retrouve patron de bordel. Voilà, le pitch, comme on dit ici, l'argument, comme on disait avant, est très simple. Très simple, oui. Mais c'est une très bonne situation, parce que le comique, au fond, c'est le type qui est placé, malgré lui, dans une situation. Ce professeur, qui est un type très honnête, très quotidien, très français moyen, est brusquement projeté dans un milieu qu'il ne connaît pas, et il devient macro, c'est le contraire de ce qu'il est. Alors c'est un ressort comique effectivement très puissant, et c'est vrai, les gens, moi j'ai vu la pièce, les gens rient toutes les 30 secondes, c'est vrai que c'est incroyable. Et d'ailleurs quand vous étiez en tournée pour l'école des femmes, les gens venaient vous demander, mais quand est-ce que vous reprenez Monsieur Amédée? C'est quand même extraordinaire. C'était extraordinaire de jouer un classique, un grand classique, et les gens venaient, voilà, parce qu'ils avaient bien rigolé, et puis que, bon, le classique, ça n'intéresse pas tout le monde, hélas, quelquefois. Alors, je me suis intéressé à votre vie pour savoir un peu comment, c'est un interview portrait, savoir comment vous étiez devenu Michel Galabru. Alors, votre père était directeur du port de Safi au Maroc, et vous avez une enfance plutôt heureuse. Les premières années de votre vie, vous étiez là-bas, vous n'allez pas trop à l'école, il y avait un grand noir qui s'occupait de vous qui s'appelait Majoub, et vous aviez une vie plutôt sympa. Votre père était dur avec vous, c'est ça qui vous a peut-être laissé ce trac, cette espèce de toujours oui, peut-être oui, mon père était, comme étaient autrefois les parents, la plupart dans certaines bourgeoisies, ils étaient gentils, c'était des braves gens, mais ils étaient sévères, exigeants, ils voulaient que leur... vous savez, autrefois, les classes étaient très séparées. Il y avait la classe
ouvrière, celle qui réclamait du pain. Alors maintenant, le pain, on le gaspille, ou on n'en mange pas. Et puis il y avait la classe bourgeoise, moyenne, et puis alors il y avait la classe riche. Et quand on était dans la classe bourgeoise, les parents avaient toujours peur d'une déchéance, c'est-à-dire que tu iras travailler de tes mains, tu seras un ouvrier, mon fils. Maintenant, la punition, ça. Maintenant, ça existe de moins en moins, parce que quand vous avez un plombier qui vous prend 1000 francs pour vous réparer votre chasse d'eau, et que vous avez un docteur qui vous prend 150 francs, c'est plus la même chose. Non, mais c'est vrai que votre père voulait pas que vous soyez comédien, et quand vous avez fait le Matamor dans la division comique, il a eu un malaise. Enfin, je veux dire, c'était vraiment... en me voyant dans le costume de Matamor. Du personnage. Alors, après, vous allez au Havre, vous quittez le Maroc, parce que votre père dirigeait donc apparemment des ports, vous allez au Havre, et là, alors, première déception, l'école, vous avez été viré 7 fois, et la première référence à Guitry, qui est pour vous quelqu'un d'extrêmement important, vous dites, c'est pas grave, moi j'ai été viré 7 fois, Guitry était viré 12 fois. Alors, l'importance de Guitry, pour vous, c'est colossal, parce que quand vous étiez petit, vous vouliez d'abord être footballeur, vous vouliez être Michel Zeller, et puis après chauffeur de car, et puis après, vous dites, j'ai été Sacha Guitry, et vous dites, je n'ai jamais été moi-même. Voilà, oui, ça continue un peu. Je ne m'aime pas tellement, oui. Parce que c'est normal, je suis enfoncé dans le quotidien, dans ma personne qui, par la fréquentation que j'en ai, est courante et banale, ne m'intéresse pas. Vous dites aussi que vous avez un physique qui ne ressemble pas à votre mental. En fait, vous dites, je suis impur. Et donc, c'est vrai que vous habitez un corps différent de... Voilà. Alors, vous êtes tellement ressemblé à Guitry que vous achetiez des bagues pour faire comme lui. Enfin, bon, votre premier nom de théâtre, c'était Michel Livry. Vous portiez les mêmes costumes, vous étudiez les mêmes peintres, les mêmes écrivains. Et alors, le goût du théâtre, vous est venu à Montpellier quand une de vos tantes vous a fait écouter un disque de Guitry et d'Yvonne Printemps. Ça a été le... L'amour masqué, et puis De Bureau. Ah oui, De Bureau. Oui. Je connais par cœur un peu des tirades, des trucs comme ça, parce que j'entendais ça tout le temps. Mais je continue à les écouter, c'est curieux. Vous écoutez Guitry? Oui. Alors après, vous avez le bac, vous avez quand même essayé 5 fois avant de l'avoir, et là, votre père vous faisiez du droit, mais vous montez à Paris. Votre père, il vous avait dit un truc terrible, il vous avait dit, je veux que tu travailles au contentieux chez Schneider. J'imagine ce que ça a dû vous faire. Oh, je ne savais pas ce que ça voulait dire d'abord. Et ça m'a paru. Il a été maladroit parce qu'il ne pouvait pas trouver un terme plus rébarbatif que le contentieux. Chez Schneider. Moi, d'ailleurs, j'aurais échoué complètement. Oui. Schneider, c'était le Creusot. Schneider, c'était le baron en pain qui a pris la succession. C'est ça, Schneider, en fait. Mon père était employé. En fait, j'aurais dû dire Schneider, parce que Schneider, on dit, bien sûr. Alors après, vous partez à Paris. Alors là, il y a une espèce de quand vous quittez l'endroit où vous habitez, votre frère fait la quête, vous vendez votre phono, votre collection de timbres, vous montez à Paris, votre mère pleure, votre père... pas content, il lève la canne comme ça, il n'est pas très content. Et vous arrivez à Paris, donc c'est un peu Rastignac. Donc quel âge vous aviez à ce moment-là? Je vais avoir 24 ans, un truc comme ça, 23 ans. 23 ans, Au début, c'est pas drôle, vous êtes contrôleur au TNP, et puis un jour, il y a ces Jean Pignol, devant l'église de la Madeleine, comment vous avez eu cette révélation Il vous a dit, vous êtes comique, et vous avez dit, dans ma famille, c'est vrai, les gens sont drôles, comment ça s'est passé? Oui, c'est bénéfique, ça c'est le petit déclic. Il m'a dit, c'est curieux, c'est devant l'église de la Madeleine. Moi, je m'en souviens, on était dans un cours, le cours de Didinès. Didinès était un personnage doyen, sociétaire de la Comédie Française. C'était un grand bonhomme, à qui je suis très reconnaissant. Et Pignol était un ami intime, je l'avais connu à Montpellier. C'est moi qui lui ai donné le goût du théâtre. Il a après été réalisateur à la télévision. Bien sûr. Et nous étions donc élèves, et il me dit, c'est curieux quand même, parce que... ta famille est drôle, ton père est drôle. Moi, je ne trouvais pas mon père très drôle. Apparemment. J'en avais plutôt peur. Et il m'a dit, et toi, c'est curieux, pourquoi tu es drôle dans la vie, et puis sur scène, tu devrais chercher là-dedans. Il a eu raison de me faire chercher dans les racines, comme dans l'origine, et j'ai écouté mon père parler. Je l'ai écouté pour la première fois. Et là, pour la première fois, j'ai entendu des choses... Il pouvait y avoir de drôle dans l'intonation, oui. En 51, en fait, votre premier film, qui s'appelle Ma femme va chez moi, je vous avoue que je ne connais pas le film, de Jean Devèvre, et 20 ans plus tard, donc il vous aura fallu 20 ans. 20 ans plus tard, je dis ça parce que moi, ce qui m'intéresse dans les vies et les carrières, c'est l'espèce d'abnégation et d'entêtement qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez mis 20 ans entre 51 et 71. En 71, vous faites Le Viager, avec Tchernia, qui est le premier film, finalement, où là, on dit, attends, Galabru, c'est pas seulement un comique comme ça et tout, c'est un grand acteur. Et alors après, vous avez fait Section spéciale avec Costa Gavras, Le juge et l'assassin de Tavernier, que tout le monde connaît, avec Noiret, et puis parallèlement, la série des gendarmes. C'est-à-dire que vous avez toujours passé d'un genre à l'autre, non? Oui, c'est-à-dire que j'ai fait les gendarmes avant, et pour résumer tout ce que vous dites...
il y a un critique dans le journal du dimanche, je crois que c'est Pierre Billard, donc un critique éminent. Il a mis, je me rappelle toujours cette critique, il a dit le génie de Tavernier et d'avoir trouvé dans le ringard du gendarme son assassin. Voilà, ça c'est formidable parce que ça résume un peu l'état d'esprit des gens du cinéma. Alors, vous avez fait 200 films. Hein. Alors, on vous dit toujours, quand on vous interviewe à la télé, vous avez fait des navets. Vous dites oui, évidemment. J'ai fait des navets, évidemment, parce que j'avais des pensions alimentaires à payer, j'avais des impôts, comme tout le monde. Puis il y a les femmes aussi, non? J'imagine. Oui, enfin, tout ce qui est coûteux, quoi. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Je l'ai perdu au 18 », qui est, en fait, c'est votre virginité dont vous parlez. Bien entendu. Hein. Et la fille s'appelait Mouna. Et c'est extraordinaire parce que vous avez pris une prostituée qui avait une montre pour être sûr de rentrer à l'heure. Oui, parce que mon père me donnait des cours de maths, il fallait que je sois à l'heure. Non, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé le fils de cette personne. Ah, c'est fou. Vous vous rendez compte? Un garçon charmant qui fait du théâtre. Le fils de Mouna. Oui, il n'est pas Mona. Il n'est pas professionnel, mais il fait du théâtre amateur à Montpellier. On me l'a présenté. Ah oui, c'était à Montpellier, Mona. À Montpellier. Et alors, quand elle vous dit, va faire ta petite toilette, vous allez vous laver les pieds. Je trouve ça extraordinaire. Quoi. Et oui, parce que ma mère me disait, tu lavais les pieds. Vous savez comment on dit aux enfants. Mais c'est marrant de vous voir là, vous êtes plutôt souriant, plutôt de bonne humeur, et pourtant souvent vous êtes un peu dépressif, un peu... Parce que vous êtes très lucide, c'est pour ça que vous êtes... Oui, je pense, enfin, je m'efforce à la lucidité et à l'objectivité, ce qui n'est pas commode, hein. On se trompe tous, on n'y arrive jamais d'ailleurs, on n'y parvient jamais. Mais moi je suis cyclotimique, je peux passer d'un sentiment là, vous êtes bien aujourd'hui là. D'euphorie complète à l'abattement le plus total. Oui, mais ça ne dure pas longtemps d'ailleurs, ni l'un ni l'autre. C'est très bien. Là. Mais en plus, vous ne souffrez pas de votre âge, parce que vous dites je me sens jeune dans une vieille voiture, mais vous dites je me sens jeune, vous n'avez pas, je ne sais pas quel âge vous avez, on peut le dire? Non, on ne peut pas le dire. D'accord, on ne le dira pas alors. Ça ne se dit pas, c'est ça pas ne se la peine dit pas. De se préciser. On a l'âge de sa mort, c'est-à-dire que quand je mourrai, on peut dire il était vieux, pas avant. Est-ce que, dernière question, est-ce que des fois vos angoisses ne viennent pas du fait que finalement vous ne croyez pas? Parce que vous ne croyez pas en Dieu, vous dites s'il existe, c'est pas un brave homme, ce qui n'est pas très gentil pour lui. Oui, mais c'est pas gentil pour nous, parce que quelqu'un qui est... On me dit, on va voir, bon, c'est peut-être un peu puéril ce que je dis, et primaire, mais enfin, on n'a pas de réponse, il a tout créé, il sait tout, il voit tout, il a tout créé, tout. Les sentiments, et regardez, dans la merde dans laquelle nous sommes, avec des maladies effrayantes. Imaginez cette petite boule qu'est la Terre, qu'il a infestée de microbes. Quelle nécessité! Quelle nécessité, s'il était tout puissant, de faire ça. On voudrait une réponse. Et comme disait Sacha Guitry, est-ce que vous croyez? Il disait... Le moindre signe serait le bienvenu. Voilà, ça, c'est formidable. Vous me faites ma chute, c'est ce que je voulais vous dire. Je l'avais noté, le moindre signe serait le bienvenu. Ça, c'est formidable. Je trouve ça formidable. Ça va très loin. Chers amis, chers ennemis, pour bien employer votre week-end, sortez vous cultiver. Mais avant d'éteindre votre télé, écoutez RDRG. Elisabeth, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Alors, moi, j'ai sorti les grands moyens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas ne pas aller au cinéma puisque je vous offre des places. Que j'ai été chercher American Beauty, Belle à mourir, Fish and Chips. Qu'en pensez-vous? Ah bah c'est les trois films Alors, que j'ai envie de voir. American Beauty, incontournable à cause de Kevin Spacey. Et de Annette Bening, insupportable et merveilleuse et grandiloquente et absurde et grotesque, en rôle d'épouse de Kevin Spacey, dans un film qui est une satire donc sur cette American Way of Life qui se lézarde et que les Américains, qui sont malins et pervers dans le cinéma et dans le système hollywoodien, aiment tant attaquer. Autrement dit, comment s'auto-flageller avec talent. Honnêtement, sérieusement, vous y allez. Crois que c'est, avant même d'écouter ce que vont nous conseiller nos amis, c'est ce que j'ai envie de faire. Déjà, j'avais prévu de voir Belle à mourir. Belle à mourir. Alors, je vais peut-être rajouter Fish and Chips. Belle à mourir parce qu'il y a un sujet qui vous est cher, ce sont les Miss et leur élection. Et puis parce que, encore une fois, c'est le film quasiment complémentaire de American Beauty. Oui, il faut voir les deux. Et alors, en outsider, mais peut-être pour le lendemain, après le brunch, qui sera forcément grand breton, pour cause de sujet ou un petit curry, vous allez voir Fish and Chips, qui est, non mais je vous jure, je le redis, je réitère et j'insiste et je persiste et je signe, une formidable comédie sur une famille, mais une famille avec un Paki mâle et une Anglaise femelle, et leurs rejetons qui veulent s'intégrer. Vous n'allez pas au festival du court-métrage à Clermont-Ferrand? Moi, pendant ce temps-là, je vais sucer des berlingots. Tant que c'est que des berlingots, faites voir. Donc, c'est à Clermont-Ferrand. Je vais voir des courts-métrages, voilà, du 4 au 12 février, donc ça démarre le 4. Et voilà. Et c'est quand même, outre que c'est le plus grand festival de courts-métrages du monde, c'est une ville sinistre, mais je pensais que vous aviez 2-3 conseils. Ah, il n'y a pas, moi je connais bien Clermont-Ferrand, je suis désolé pour mes amis clermontois. Non. Bon, non. D'accord. Non, donc, comptez pas sur la vie nocturne. Nous serons consciencieux. Vous serez, voilà. Et diurnes. Voilà, et diurnes. Merci. Bon week-end. Alors là, je vais me retourner et voilà, et en face de moi, j'ai Patrice Carmouze. Alors. Et si on faisait rien ce week-end? On pourrait rien faire. On pourrait faire, ou alors on pourrait faire un mensonge comme Dominique Voynet.
Vous avez appris le mensonge de Dominique C'est quoi alors l'histoire du mensonge? C'est pas l'agenda, mais tant pis. C'est pas l'agenda, on s'en fout. Bon, oui. alors, non, voilà, elle avait dit, vous savez, pendant qu'il y a eu la tempête et tout ça, qu'elle était un colloque à la Réunion. À la Réunion, oui. Et ben, ouais, elle y est passée, elle y est passée très vite, et l'Express nous dit aujourd'hui, elle était ensuite en vacances à l'île Maurice. Et alors, ça aurait pu passer inaperçu, mais vous savez qui a cafeté? C'est Chirac. Après le Conseil des ministres, elle était dire ça à Jospin, c'est rigolo. Quoi. Chirac a cafeté Voynet. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à part ça? Ce week-end, je vous signale quand même que c'est la 120e du fil à la patte, vous savez, de Feydeau, dans la mise en scène d'Alain Sachs, avec pas d'acteurs connus, et ça prouve que ça marche très très bien. C'était un pari de le faire. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, donc allez-y, c'est un très bon Faites Feydeau. un peu le boulot de Tesson, là, d'une certaine façon. Et je vais encore piquer le boulot de Tesson pour dire que Patrick Chenet remplace Didier Sand dans Dîner entre amis à la Comédie des Champs-Élysées. Et puis ça vous avec Catherine Fro. Avec Catherine Fro. Et Chenet, ça doit être très bien aussi. Oui, hein. Chenet, super. Et puis, deux idées de week-end vite fait, parce que, alors, ça m'intéresse, dit les villes où on vit le mieux, et la ville où on vit le mieux en France, paraît-il que c'est Lyon. Alors, on peut aller à Lyon, on peut faire de bonnes bouffes, etc. C'est sûr, week-end à Lyon. Et alors, et dans l'Express, le département où on vit le mieux, c'est la Vendée. Alors, où est-ce qu'on peut aller à Vendée? À Rochefort, peut-être. On peut aller voir le musée Pierre Loti, et puis voir les demoiselles, s'il y en a. connais Carmouze. Non, vous savez qu'il y a le musée Pierre Loti à Rochefort? Philippe me l'avait soufflé. D'accord. Merci Patrice. Et là, je vais me retourner. Voilà, et c'est plus Elisabeth Quint, magie de la télévision. C'est Philippe Tesson. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Je vais à Rochefort. Ah bon, puisqu'il me le dit d'y aller. C'est vrai que c'est très beau Rochefort. Vous connaissez? J'ai vu Les Demoiselles. Ah non, mais la ville est superbe, une ville tranquille. Justement, on aurait pu en parler hier, avec un centre ancien qui est très très bien restauré. Ah bon? Mais des petites maisons, une atmosphère très douce, et puis la maison de Pierre Loti qui est merveilleuse. La maison de Michel Piccoli, alias Monsieur Dame. Bon alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Il m'a pris fil à la patte. Non, il a pris un fil à la patte de Feydeau. Il a eu raison d'ailleurs, parce que c'est vraiment très, très bien, c'était encouragé, c'est très drôle. En théâtre, 2 spectacles de 21h. Vous verrez après pourquoi je dis de 21h. Un spectacle très grinçant, très enlevé, très dynamique, c'est Mort accidentelle d'un anarchiste à la Bruyère, de Dario Fo, avec un comédien époustouflant qui s'appelle Jean-Jacques Moreau. Alors là, c'est c'est roboratif. Vous disiez l'autre jour, quand on en parlait avec Nerson, qu'en fait, on comprend pourquoi il a eu ce prix Nobel. Ah, tout à fait. A fait sourire un peu, mais quand on voit ce genre de pièce... Ah, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un des grands comiques du XXe siècle, Dario Fo. Ça, c'est au Théâtre La Bruyère, chez notre ami Meldeg. Exactement. Et puis Jeanne, j'y reviens, parce que ça ne dure plus que pendant 8-10 jours. C'est à la Colline, ça. Jeanne à la Colline, alors à la Colline pour s'émouvoir, parce que c'est très beau. Il y a 3 comédiennes sublimes. Jeanne de Peggy, on en a parlé, vous vous rappelez? Peggy, je me souviens, Peggy. Pour ça. La fameuse Peggy, oui. Et puis alors, j'avais dit 2 spectacles à 21h, parce que moi je conseille aussi, je trouve que c'est une heure très agréable pour le spectacle, 19h30. Oui. Ça dure 1 heure, il y a comme ça 2-3 spectacles, on en parlera peut-être un peu la semaine prochaine, mais tout de suite je recommande, je ne sais pas si vous l'aimez, mais moi j'ai un faible pour cette femme, c'est Judith Magre. Ah bah oui. Je crois qu'on doit l'inviter d'ailleurs. Ah ben elle est merveilleuse. Et elle a un rôle en or dans Shirley, une pièce américaine. Elle joue une femme méchante, agressive, paumée, mais en même temps pleine de C'est où ça? De faiblesse. Au rond-point des Champs-Élysées, dans la petite salle qui s'appelle la salle Jean Vauthier. Merci Philippe, à lundi. À lundi. Je me retourne et là, oh stupeur, Patrice Carmouze. Patrice Carmouze, comment ça va? Ça va. Alors les flyers, allons-y là. On rigole plus là. Là maintenant. Non, mais en même temps, je me dis, c'est idiot de dire aux gens de sortir. Pourquoi? Il ferait mieux de faire l'amour avec la personne. Ils peuvent faire l'amour en rentrant, ils peuvent faire l'amour. Attendez, moins bien. C'est pas à choisir entre l'amour et les sorties. Faites voir. Bon, alors j'ai la Prozac Trax Night au Gibus. Au Gibus. Vous donnez l'adresse parce que c'est vous qui l'avez maintenant. Bah, c'est 18 rue du Faubourg du Temple à Paris dans le 11e. Mais surtout, très important. Et ça, Éric Dahan ne me démentirait pas s'il était là. La House of Legend à l'enfer, 34 rue du Départ, avec ce magnifique flyer, House of Legend, avec tout un tas de DJ extrêmement prestigieux. Il y a un art du flyer quand même, hein, vraiment, c'est un des arts les plus... Magnifique. La French Touch. Et puis alors, il y a des nouveaux, là. El Toro, je ne sais pas ce que c'est une association qui s'appelle El Toro. Et alors, ils font une disco party à la salle Gaveau. Vous imaginez la salle Gaveau? La salle Gaveau, oui. Déjà que la salle Play, elle ne va pas très bien. Si la salle Gaveau sert à faire des disco parties. Et ça, tout ça est samedi soir. Et vous recevez tout ça chez vous, vous êtes du pauvre. Tout ça est samedi soir. Tout ça est samedi soir. Donc, je pense qu'il faut commencer par la disco, ensuite le Prozac, et puis après la House of Legend. Non, ça non, mais en revanche, dimanche, le livre de l'APAM.
Mal à la tête, donc une aspirine, 2 ou 3. Ouais. Et puis ce regard d'un Américain sur Davos au vitriol. C'est un journaliste new-yorkais extrêmement dandy et qui raconte à quel point les maîtres du monde perdent leur temps dans cette station. Donc de samedi diversion. soir, donc déconnade avant l'amour, Voilà. et dimanche, intelligence. Oui, mais Voilà. intelligence très comique quand Très même, comique parce que c'est énorme foutage de gueule d'un Américain Bien. sur les Américains. Et les gens me disent, on écoute ce que vous dites dans votre agenda du week-end, et depuis qu'on fait ce que vous dites, on est heureux. Mais est-ce qu'ils nous obéissent vraiment au doigt? Ah, ils nous obéissent. Ah non, mais tous les téléspectateurs obéissent à ce qu'on dit et ils s'en sont contents. Ils sont heureux. Moi, j'en doute pas du tout. J'en doute. Je pense qu'ils obéissent plus à Tesson qu'à moi, ça m'énerve. Mais non. Voilà, le best-of de Rive Droite, Rive Gauche, c'est fini. Chers amis, chers ennemis, bon week-end. Et à lundi, 19h30, pour notre heure et demie quotidienne d'exception culturelle télévisuelle. Et là, je vais dire... pomme cul, non? Voilà, je vais dire pomme cul, ça va s'arrêter. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.